Allez, merci à tout le monde d'être là aujourd'hui, cet après-midi, d'avoir fait l'effort de vous déplacer. Merci à ceux qui sont derrière leur écran et qui nous voient, donc, ceux qui nous écoutent depuis la Pologne, la Géorgie, l'Espagne, l'Angleterre, la Tunisie, le Maroc, je crois, et je crois en oublier également. Je suis vraiment désolé pour ceux qui nous écoutent et dont j'ai oublié la nationalité. Donc, encore une fois, toutes mes excuses. Alors, on a la chance et l'honneur de recevoir aujourd'hui Antoine Jameau, qui, alors je ne vais pas retracer la carrière, Antoine, vous m'excuserez, mais qui est sans doute celui ou l'un de ceux qui a été un des juristes travaillistes les plus importants du XXe siècle en France, c'est Antoine, et un des théoriciens du droit sans doute les plus éminents. Donc Antoine a cette double casquette, droit du travail et théorie du droit, et toute sa carrière finalement il l'aura menée sur ces deux versants. Alors moi j'aimerais justement regarder le droit capitaliste du travail. Antoine, ça me rappelle des trucs, hein, ça. Ah, oui. Le presse universitaire de Grenoble. En fait, c'était ma première rencontre avec Antoine Jameau. Et c'était une rencontre, je suis désolé Antoine, près d'une belle ordure, parce que la fac, en fait, jetait l'ouvrage. Oui, parmi plein d'autres, hein, pas que celui-là. Hein. Il y avait plein de bouquins que la fac jetait, alors que celui-là est extrêmement difficile à trouver. Et donc, je l'ai récupéré, hein, figurez-vous, et c'était ma première rencontre avec vous. Et là, je me suis dit, tiens, on peut faire du droit du travail autrement. Et puis finalement, moi, j'ai fait du droit du travail banalement. Donc, je n'ai pas réussi à faire comme vous. Mais bon, ça, c'est une question de pas tous les mêmes capacités. Mais c'est là où j'ai découvert effectivement qu'on pouvait avoir une autre manière d'aborder le droit et le droit du travail de façon et ça a été effectivement un premier choc. Parce que finalement, à l'université, en tout cas pour moi, je ne parle pas, peut-être que d'autres me contrediront, mais on est assez peu, on peut être inspiré, on peut être parfois influencé, mais il y a finalement assez peu d'écrits qui vous élèvent. Et qui vous élèvent dans tous les sens du terme en réalité. Et c'est vrai que pour moi, Antoine Jameau fait partie de ceux qui ont contribué, alors à ma mesure, donc petite, à m'élever un tout petit peu. Et alors c'est d'autant plus vrai, et ce que je dis n'est pas de la flagornerie de circonstance, puisque Antoine était dans mon jury de thèse, il y a quand même maintenant quelques années, quelques années. Donc il était dans mon jury de thèse, et finalement, pour une raison simple, c'est que, en fait, ma thèse, la thèse que je défendais, était tout simplement tirer l'idée, c'est pas moi qui l'ai eue, en tout cas l'idée de la thèse, c'est pas moi qui l'ai développée, c'est d'abord Antoine Jameau qui l'a développée. Moi, je me suis simplement permis, en tout cas, j'ai essayé d'aller de travailler cette hypothèse, mais qui n'était pas mon hypothèse, mais qui était celle, effectivement, qui a été mise en lumière au début des années 90 par Antoine Jameau, dans un article qui, si je me souviens bien, devait être dans une mémoire à Hélène Siné, c'est dans pas bêtise, 1993, aux presses universitaires de Strasbourg. C'est dans cet ouvrage, il y avait cet article absolument fondamental sur le salarié individu et la place du salarié individu en droit du travail français. Donc, sincèrement, pour les plus jeunes d'entre vous, je ne sais pas, ce que je vais dire paraît peut-être un peu, mais voilà, vous devez mesurer la chance que vous avez d'entendre aujourd'hui Antoine Jameau sur une question qui est une question qui a traversé quand même aussi tous ses écrits. Vous avez dans le petit dossier qu'on vous a concocté un article. Alors, on a fait voilà, comme on a pu, mais d'Antoine de 1982 par le droit social sur les principes. La question des principes est une question comme celle des fonctions du droit d'ailleurs. Il y a des choses comme cela. Quand on parle de principes ou de fonctions, alors quand on parle de fonctions, il y a des gens qui pensent à François Host. Et ben moi, je pense à Antoine Jameau, et il y a des mots comme ça, des mots du droit qu'on ne peut pas employer sans penser aux travaux d'Antoine Jameau. Et le terme de principe, le mot principe, la notion de principe, le concept de principe, appelez ça comme vous voulez, mais Antoine va nous éclairer, et vraiment, vraiment au cœur des travaux d'Antoine. Et il est celui qui aura vraiment permis de donner un peu plus d'intelligibilité à la notion, de voir ce qu'est un principe tendance, principe règle, la différence entre principe et règle. Et aujourd'hui, effectivement, alors on vous a mis aussi des articles sur l'égalité, sur le principe d'égalité, mais aussi sur le principe de faveur, ou les principes dits de faveur, dans un article récent à la revue de droit du travail. Donc voilà, j'espère que chacun mesurera la chance
que nous avons et l'honneur que nous fait aujourd'hui Antoine Jameau d'être parmi nous pour nous parler effectivement du principe de sécurité juridique avec un point d'interrogation. En tout cas, Antoine, un très très grand merci d'être venu de Saint-Étienne, de cette, pas tout à fait, presque, de cette merveilleuse ville, hein, de la plus longue avenue d'Europe. C'est ce que vous nous aviez dit à l'époque, Yann s'en souvient, quand nous étions un peu sceptiques sur l'esthétique de la ville. Donc ce n'est plus, mais... Vous avez parlé de Bernard Lavilliers. J'avais peut-être parlé de Bernard Lavilliers, mais ça, c'est parce qu'on était désespérés le soir à Saint-Étienne à 20h quand on s'est rendu compte que tout était fermé. Hein, et qu'avec Yann, on errait comme deux âmes en peine à Saint-Étienne. On disait de se convaincre, effectivement, que... Mais bon, voilà, en tout cas, merci sincèrement. Merci également à Françoise Champeau, rédactrice en chef de la Semaine sociale de la vie, d'avoir fait le déplacement. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, ça fait quand même toujours plaisir. Merci à Martine de Friand d'être venue d'Avignon, 7 heures de train. Merci Martine. Mais dis-toi que bientôt, c'est moi qui vais faire le contraire. Hein, donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup Martine. Merci à Thomas Cap, directeur régional du travail adjoint de la DRETS. Hein, voilà, d'être ici. Et d'ailleurs, j'avais oublié, mais Thomas m'a rappelé à midi, hein, mais tu me l'avais dit, mais j'ai complètement oublié, qu'il avait été ton étudiant. Voilà, on disait DEA à l'époque, M2. Oui, ouais. On disait déjà M2. On s'est plié dans le staff de l'INTEF. Voilà, dans le staff de l'INTEF, pas Lyon. Donc, rencontre entre l'université et l'administration du travail. Tout ça me donne envie presque de pleurer. Mais bon, je vais retenir mes larmes. En tout cas, Antoine, je vous laisse la parole. Et puis, bien évidemment, hein, chacun pourra poser des questions à l'issue de la conférence. Et je dis à ceux qui nous écoutent à distance et sous le contrôle de Timothée que donc on n'a pas réussi à mettre en place l'onglet discussion, je ne sais pas comment on appelle ça, mais que bien évidemment vous pourrez poser des questions si vous le souhaitez. On vous entendra a priori très bien. Il faudra simplement lever la main. Enfin, comme vous avez l'habitude maintenant sur Teams ou sur Zoom, vous levez la main et on vous donnera la parole. Donc n'hésitez pas, pour les gens qui sont devant leur écran, de poser toutes les questions que vous souhaitez. Antoine, vous avez la parole. Merci beaucoup, Baptiste. Bonsoir, mesdames, messieurs, chers amis. Je suis bien à l'aise et un peu gêné d'abord parce que le propos de Patrice a été excessivement, à la fois excessivement généreux et excessivement modeste. Et je suis en tout cas bien à l'aise d'être ici ce soir, enfin, parce que ça a été programmé à plusieurs reprises. À l'origine, il y avait une invitation de Yann Leroy, il y a un peu plus de 2 ans, à Marseille, pour quelque chose qui devait se faire à Mulhouse, à l'époque. Ou à Colmar. Oui, pardon. Ici, non, je confonds Mulhouse et Colmar. Oui, c'était à Colmar que ça devait se faire, avec qu'on appelle le Colmar. Finalement, c'est à Nancy et je retrouve les amis de Nancy avec grand plaisir. Je suis venu quelques fois à l'université de Nancy, notamment pour des thèses, de très bonnes thèses. Très bonnes thèses, notamment des thèses dirigées par Catherine Marot, auquel, au passage, il veut peut-être rendre hommage. Je disais tout à l'heure en montant, ça a été une collègue qui était une grande directrice de thèse. Et c'est pas rien. Moi, c'est une qualité que j'ai toujours enviée chez elle et chez quelques autres, chez elle en particulier, savoir diriger une thèse. S'y intéresser, mais sans être invasif, sans faire trop de pression sur la candidate ou le candidat. Donc, pour moi, Nancy est liée à un tas d'excellents souvenirs, notamment dans le champ de la recherche concernant le droit du travail. Et puis, j'ai le plaisir donc, de retrouver ici les gens que Patrice a nommés, retrouver également Benoît Géniaud, qui fut mon thésard, donc, qui lui est quand même plus de la région que je ne suis, qui a fait quelques accointances avec la Lorraine et qui appartient même du Grand Est au sens élargi. Si on pouvait élargir le Grand Est, j'imagine que la Bourgogne-Franche-Comté en fait partie. Donc c'est un grand plaisir pour moi de revoir ces personnes, des personnes notamment liées à l'Association française des droits du travail, Martine de Friand, complice, j'ai les vieilles complices, on est beaucoup trop jeune pour être qualifié de vieilles complices, mais enfin complice de Saint-Étienne, complice des temps héroïques du Centre de recherche critique sur le droit, et puis qui a été présidente de la FDT, Françoise Champeau, qui est une cheville ouvrière de la FDT, sur laquelle la FDT ne savait pas ce qu'elle est, sans laquelle d'ailleurs je n'aurais pas écrit certaines choses sur les principes non plus.
Tout ça, c'est source pour moi d'un réel bonheur d'être là et de tenter l'aventure de vous parler d'un thème que j'avais proposé à Yann. Je m'avais dit, vous parlez de ce que vous voulez. Le droit du travail, pour dire de vrai, je décroche un peu du droit du travail. Je décroche un peu, j'ai l'impression de grande honte, parce que je crois que c'est un peu naturel, mais je ne décroche pas des questions qui touchent à la compréhension du droit en général, du droit du travail en particulier, mais du droit du travail en général. Et il me semble que cette question sur un principe particulier qui est assez discuté, assez discutable, mérite qu'on s'y attarde un peu et qu'on échange à son sujet. Alors, j'avais pensé peut-être à un instant proposer de parler du principe, existe-t-il un principe de proportionnalité? Parce qu'on en parle, vous savez, on parle beaucoup des principes, les juristes adorent parler des principes, ils ont presque ce terme à la bouche, principe de proportionnalité. Ça m'aurait conduit à renouer avec le sujet de la thèse de Benoît Géniaud. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'aujourd'hui on en dirait ce que vous en avez dit, avec raison, à l'époque de la soutenance. Je crois que les choses ont changé, mais c'est un peu compliqué. Donc j'ai proposé de parler de principe de sécurité juridique parce que l'an dernier, j'ai trouvé sur Internet une fiche de présentation d'une journée d'études à la Cour de cassation qui commençait par la phrase suivante: la sécurité juridique est un principe à valeur constitutionnelle en droit français. Ah bon? Tiens. Bon, ça mérite qu'on vérifie, ça mérite qu'on se lance dans l'exploration de cette question. Voilà, donc j'ai proposé de travailler là-dessus et je m'y suis mis. C'est difficile. D'abord, principe, c'est une catégorie extrêmement difficile. C'est fou ce que je souffre en essayant de réfléchir au principe, c'est-à-dire en essayant de me faire dans ma tête une idée claire, pour ne pas mourir idiot, avoir une idée claire au bout du compte de ce qu'est un principe. Et c'est très difficile. J'ai beaucoup d'hésitations. J'ai fait pas mal de va-et-vient sur cette question. Enfin bon, je me suis engagé à parler de la sécurité juridique comme objet d'un principe. Et donc, je vais m'astreindre à cet exercice avec grand plaisir, convaincu que vos réactions sauront me remettre sans doute dans une certaine rectitude de pensée si je divague quelque peu. Alors, d'abord, la question de la sécurité, c'est une question qui est d'une grande actualité dans le domaine du droit, mais qui, me semble-t-il, n'a pas toujours été. Alors, j'ai un avantage par rapport à vous qui est l'envers du gros inconvénient que j'ai par rapport à vous. Mon inconvénient, c'est celui de l'âge, et l'avantage, c'est celui d'avoir une certaine expérience. Et alors, il y a un peu plus de 60 ans, à la rentrée dernière, quand j'ai commencé à découvrir le droit, on ne parlait pas trop de sécurité, me semble-t-il. Et je me souviens avoir lu des choses sur la sécurité comme valeur cardinale du droit sous la plume de l'auteur qui était l'auteur de référence principal à la faculté de droit de Lyon, où j'ai fait mes études, qui était Paul Roubier. Paul Roubier, qui en 1946 a publié un ouvrage intitulé Théorie générale du droit, qui est en fait, comme la théorie générale du droit de Jean Davin, d'ailleurs publié quelques années plus tard, une vingtaine d'années plus tard, une sorte d'ouvrage de philosophie du droit de juriste, et non pas de philosophe. Et Roubier, dont l'ouvrage a été republié d'ailleurs à l'initiative de David de Roussin, un jeune professeur d'histoire du droit lyonnais, avançait que la valeur première qui inspirait le droit n'était pas la justice, mais la sécurité juridique. Mais bon, c'était quand même un point de vue assez isolé à l'époque. Alors, en 1960-61, 62, première année d'études de droit, il y a quelqu'un déjà qui avait écrit sur la sécurité juridique, il y a un texte évidemment très remarquable que je n'ai pas lu à l'époque, je l'ai lu bien plus tard, c'était L'inévitable, Jean Carbonnier, qui avait déjà, dans une revue qui n'était pas une revue juridique d'ailleurs, c'est plus une revue de sciences humaines, écrit un article qu'il a republié dans Flexible droit, La part du droit dans l'angoisse contemporaine. Et il écrit que, à cette époque, en 1959, il écrit que la sécurité juridique est le besoin animal, le besoin humain premier, un besoin animal, la sécurité juridique. Bon, cela dit, depuis l'époque, il me semble, si j'ai souvenir un peu de ce que j'ai fréquenté pendant toutes ces années, qu'il n'était pas énormément question de sécurité.
il était beaucoup question de justice, pas trop de sécurité. Et surtout, pas trop de sécurité juridique. Et j'ai le sentiment que la sécurité juridique est devenue une antienne il y a une vingtaine d'années. On a commencé à parler beaucoup de sécurité juridique, en parler beaucoup dans les sphères de production du droit. Sécurité, réalisation de la sécurité juridique, sécurisation des rapports, sécurisation du droit, ce sont des expressions très présentes dans les discours du législateur, dans les exposés des motifs des lois, dans les rapports sur les ordonnances au président de la République, parfois même dans le texte législatif lui-même, dans le langage du droit lui-même, pas simplement dans le langage des juristes, aussi dans le langage du droit, et notamment dans le domaine du droit du travail. Il est question de sécurité juridique, notamment dans la loi de septembre 2017, qui a servi de fondement à l'adoption de ce qu'on appelle les ordonnances Macron, où mandat est donné au gouvernement d'adopter par voie d'ordonnance des mesures animées par la volonté d'assurer la sécurité juridique, notamment une mesure consistant à permettre aux juges de limiter les conséquences de l'annulation d'un accord collectif de travail pour des raisons de sécurité juridique, pour des considérations de sécurité juridique. Et bref, on peut dire aussi qu'on a un certain nombre d'innovations normatives ces dernières années qui ont été inspirées très directement, très explicitement, par la préoccupation de sécurité juridique. Ne serait-ce que cette chose un peu bizarre sur laquelle vous avez dû les uns et les autres pas mal réfléchir. J'avais commencé à y réfléchir un peu et puis j'ai abandonné. C'est le code du travail numérique. Cette chose bizarre, on en déplaise à la ministre Payous, c'est quand même pas une chose, pas une réalisation théorique, enfin, aussi performante que pouvaient l'espérer les initiateurs de cette affaire-là. En tout cas, il me semble que l'invention du code du travail numérique, je ne sais pas ce qu'en pense Thomas, le code du travail numérique, je ne suis pas sûr que ce soit une réussite formidable. En tout cas, c'est quelque chose qui a été, me semble-t-il, en tout cas c'est explicite, inspiré par le souci d'améliorer la sécurité juridique. Alors la sécurité juridique, on pourrait en parler sur d'autres registres. On pourrait évidemment évoquer Max Weber, parce que Max Weber a parlé beaucoup de sécurité juridique. Il a clairement expliqué pourquoi les entreprises, de ce qu'il appelle le capitalisme moderne, ces entreprises ont besoin de sécurité juridique. Pourquoi besoin d'un droit qui soit un droit à normes préposées et à normes qui servent de référence pour les juges pour trancher les disputes. Et notamment dans son ouvrage de sociologie juridique qui a été tiré de grand œuvre, également dans son ouvrage de sociologie des religions, il parle de la sécurité juridique. Et donc sur le terrain de la sociologie du droit, on trouve aussi des choses intéressantes s'agissant de cette sécurité juridique. Alors s'interroger sur la sécurité juridique, ça peut se faire dans différentes directions, ça peut inspirer différentes questions. Première question, à quelles conditions un système juridique assure-t-il au mieux la sécurité juridique? Bon, peut-on imaginer un modèle de système juridique assurant au maximum la sécurité juridique? Je me suis livré à cet exercice, j'ai dégagé 8 ou 9 conditions qui permettraient de caractériser un système juridique assurant au mieux assurant au mieux la sécurité juridique. Il y aurait notamment une exigence qui serait bien au-delà de la simple non-rétroactivité de la loi nouvelle, hein, qui serait par exemple la soumission de toutes les situations, notamment dans l'appréciation de leurs conditions de constitution ou de validité, aux règles en vigueur au moment de leur constitution, c'est-à-dire sans l'application immédiate en cours de vie aux situations juridiques extra-contractuelles des lois nouvelles. Ça, ce serait quelque chose qui serait plus à même d'assurer la sécurité juridique que la solution qui pourtant semble assez cohérente avec le souci de sécurité juridique que l'on connaît en droit français dans pas mal de systèmes. Bon, c'est un premier exercice auquel on pourrait se livrer. Un deuxième exercice consisterait à se demander dans quelle mesure tel système juridique, par exemple le droit de notre belle République, assure la sécurité juridique, répertorier les dispositifs qui assurent ceux qui sont un peu plus problématiques à cet égard, qui assurent la sécurité juridique. Troisième question, que j'ai évoquée déjà au passage,
quelles sont, dans la pratique législative et réglementaire récente, les dispositions, les innovations qui ont été inspirées par le projet de majorer, d'améliorer la sécurité juridique. Mais c'est une autre question. C'est une autre question que je voudrais aborder, qui est plus, j'allais dire, plus dans mon genre. C'est celle de savoir si le droit français, le droit de la République française, le droit positif, accueille parmi ces normes, parmi ces pièces, accueille un quelque chose qu'on pourrait appeler sérieusement principe de sécurité juridique, qui serait donc une norme d'un certain type, un principe, c'est un type de norme juridique, et qui aurait pour objet d'assurer au mieux, dans un certain nombre de cas assez repérables, assez aisément repérables, la sécurité juridique. C'est la question à laquelle j'ai décidé de me confronter, que j'ai décidé d'aborder, que je vais essayer donc de traiter et dans des termes qui seront évidemment soumis à votre discussion. C'est une question qui relève d'une discipline prenant le droit pour objet, une de ces disciplines que nous affectionnions d'identifier autrefois au Centre de recherche critique sur le droit de Saint-Étienne, de ces disciplines juridiques que l'on peut appeler, sans mauvaise conscience plus, la dogmatique juridique. La dogmatique juridique, c'est la discipline juridique, pour ne pas dire la science du droit, que nous, les juristes universitaires, pratiquons le plus communément et le plus utilement. Ça consiste à décrire de manière rationnelle l'état du droit. Et chacun sait ici que ce n'est pas une mince affaire, que souvent on a des doutes. On entend faire le point sur une question de droit et très souvent on est confronté à des discussions, à des incertitudes considérables sur le point de savoir si la solution positive, c'est celle-ci ou celle-là. Et cet exercice de dogmatique juridique, qui est donc l'ordinaire des juristes universitaires, qui est l'ordinaire de leur activité, qui est un lieu d'activité scientifique, pas d'activité savante, c'est une pratique qui, me semble-t-il, gagne à être adossée à une autre pratique intellectuelle prenant le droit pour objet, que j'appelle la théorie du droit. Pas la théorie générale, simplement la théorie du droit, qui est cette discipline qui a pour tâche de faire le point sur les catégories essentielles de la régulation juridique des rapports sociaux. La catégorie de normativité, de juridicité. Et il me semble que bon adossement des savoirs de théorie du droit aide beaucoup au travail de dogmatique juridique. Ça, dans mon expérience personnelle, j'ai fait surtout comme tout prof de droit de la dogmatique juridique. Je crois que plus d'une fois, si j'ai fait des trucs pas trop mauvais, un peu éclairants, c'est parce que je m'adossais à certains corpus de théorie du droit. Donc, avoir simplement le souci des concepts quand on parle de principe, essayer d'avoir un concept de principe et pas parler de principe comme on en parle, comme on a dit un peu trop souvent, d'ailleurs, dans tous les secteurs qui touchent le droit, comme synonyme de règle, comme synonyme de justification, comme synonyme, dirait peut-être certains, d'habitus. Donc, je pense que le secours de la théorie du droit est très précieux pour faire de la dogmatique juridique. Alors, je partirai du savoir de théorie du droit qui me semble le plus à même de rendre compte de ce qu'est aujourd'hui la régulation juridique dans une société comme la société française. Le droit, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord du discours. Le droit, c'est une accumulation d'actes de législation qui sont fondamentalement pour chacun d'eux un ensemble, un corpus d'actes de langage au sens linguistique, et dont l'effet est de construire et de modifier en permanence ce que j'appelle, par convention terminologique, le discours législatif. Non pas le discours du législateur, mais le discours législatif. C'est-à-dire, le discours législatif, à l'heure qu'il est, c'est l'ensemble des dispositions constitutionnelles, législatives, réglementaires, qui se trouvent en vigueur. Et de cet immense discours
qui est vraiment un discours au sens de la linguistique. C'est du discours, c'est pas uniquement oral. Donc, cet immense discours, l'opinion dominante chez les juristes de profession est de considérer qu'il signifie des règles ou normes. Le droit est un ensemble de règles, de normes, ou plus précisément, de règles de conduite, de normes de conduite. Donc, c'est la représentation du droit qui me semble la moins inexacte, pour y avoir pas mal réfléchi. Elle n'est pas très ambitieuse, mais elle me semble pertinente, qui permet de rendre compte donc, de ce qu'est actuellement le droit, de ce qu'on appelle droit dans l'expérience française. Alors, y a-t-il dans ce corpus, dans cet immense corpus, dans cet immense bavardage, diraient certains, et peut-être pas toujours sans raison, quelque chose, un signifiant qui mériterait la qualification de principe de sécurité juridique. Alors, on pourrait peut-être trouver une réponse en évoquant un article de la loi du 15 septembre 2017 que j'ai signalé tout à l'heure. C'est la loi qui habilite le gouvernement à œuvrer par voie d'ordonnance pour améliorer le dialogue social. C'est la bannière générale sous laquelle on devait déployer les ordonnances Macron de septembre 2017 et des semaines suivantes. Et il est fait référence dans une disposition de cette loi du 15 septembre 2017, donc loi d'habilitation, il est fait référence au principe de sécurité juridique. Bon, si je suis un positiviste cohérent, je vais dire, bon, le principe, il est nommé, donc il est positif. Si la loi le nomme, il est positif. Bon. C'est quand même une occurrence qui me semble un peu, opportuniste. Enfin, je ne pense pas que ça ait été terriblement réfléchi. C'est une seule occurrence. J'ai vérifié grâce au machines, mais on peut faire des choses qu'on ne sait pas dans ma jeunesse. On peut vérifier les occurrences. Est-ce qu'il y a de nombreuses occurrences dans le discours législatif de l'expression, du syntagme, principe de sécurité juridique? Non, j'en ai trouvé qu'une, c'est là-dedans. Bon, ça me semble peut-être un peu juste. Alors, je crois que vraiment, il vaut la peine de se lancer en recherche. Et se lancer en recherche en songeant évidemment à une autre donnée, un autre acquis de la théorie du droit, c'est que dans notre système, que cela plaise ou déplaise, pendant très longtemps, ça a beaucoup déplu, ça a beaucoup fait phosphorer inutilement les juristes de profession, c'est qu'il y a des éléments de droit positif qui ne sont pas des signifiants de disposition du discours législatif. C'est des fruits de ce qu'on appelle la jurisprudence. Alors c'est intéressant, là encore, qu'un vieux vous parle de la jurisprudence, parce que dans sa jeunesse, ce qu'on donnait, même quand il était jeune enseignant, ce qu'on donnait comme exercice vraiment par routine aux étudiants de première année, c'était la jurisprudence peut-elle être source de droit? C'est des questions qui me semblaient vraiment inutiles. Il y a, parler comme un syndicat, il n'y a pas à tortiller. Il n'y a pas à tortiller. C'est manifeste. Qui s'aventurerait à prétendre, argumenter en droit, décrire un secteur, même très couvert par des textes du droit positif, sans devoir tenir compte de choses qui sont imputables à des décisions, non pas toutes les décisions de justice, mais des décisions de certaines juridictions suprêmes, certaines juridictions suprêmes qui participent à la production de ce supplément de droit et dont on voit que, inévitablement, les juristes de profession les prennent en considération à l'heure de décrire le droit, à l'heure de s'appuyer, ne serait-ce que pour argumenter pour une cause, s'appuyer sur le droit. Donc, c'est l'anti de ces quelques éléments qui me semblent imputables à une théorie du droit de juriste, non pas une théorie du droit de philosophe, que je me lance dans l'exploration. Et cette exploration, il est clair qu'il va falloir la faire en tenant compte des décisions de justice, décisions du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation. Et en s'en tenant au droit positif de la République. Parce que sur le territoire de la République, on a un magnifique phénomène de pluralisme juridique, on a plusieurs ordres juridiques qui sont simultanément valides et dont la combinaison s'impose pour le règlement des relations juridiques. Il y a le droit de l'Union européenne, il y a le système de la Convention européenne des droits de l'homme, il y a les conventions internationales, etc. etc. Mais je tiens
ferme à cette idée que ces éléments de droit venus d'ailleurs, qui sont valides sur le territoire français, ne sont pas du droit français. Ils sont valides et ils s'imposent au droit français, mais ils ne sont pas du droit français, ils ne sont pas incorporés, ils ne s'incorporent pas. Ils restent des droits européens, unionistes, etc. Donc, je ne vais pas considérer l'apport du droit de l'Union européenne et du droit de la Convention européenne des droits de l'homme à l'heure d'essayer de détecter si oui ou non il y a une norme positive en France qui mérite d'être appelée principe de sécurité juridique. Mais je vais signaler, bien sûr, qu'à ce que j'ai lu, car autant que j'essaie de faire du droit européen, le droit de l'Union européenne accueille un principe de sécurité juridique, un principe de respect de la confiance légitime, et qu'il en va de même du droit de la Convention, enfin du système de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment sous l'article 6, paragraphe 1er, sur le droit à un procès équitable. Et d'ailleurs, le Conseil d'État, la Cour de cassation peut-être bien aussi, sans avoir vu aussi, en tout cas le Conseil d'État ne manque pas de signaler que bien sûr, il y a un principe de sécurité juridique et un principe de confiance légitime, de respect de la confiance légitime, qui est à respecter, qui est à assumer par les juges français, par les juges administratifs français, lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union européenne, ou lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, parce que dans ces ordres juridiques, il y a les 10 principes. Mais il ne faut pas confondre, dit le Conseil d'État, principe de sécurité juridique, oui, il appartient au droit de l'Union européenne, mais le juge administratif français n'est tenu de l'appliquer que dans la mesure où il applique le droit de l'Union européenne. Ce qui ne veut pas dire que, par ailleurs, le Conseil d'État n'accueille pas, mais comme norme du droit français, un principe, quelque chose qu'il appelle lui-même le principe de sécurité juridique. Et c'est ce que je vais commencer par vérifier en envisageant l'apport à notre question de la jurisprudence, l'apport du Conseil d'État. Et donc, évoquer le Conseil d'État, j'évoquerai le Conseil constitutionnel et je terminerai par la Cour de cassation. Alors, le Conseil d'État, on peut dire que c'est lui qui a lancé, dans la période récente, qui a lancé le principe de sécurité juridique. Il aurait pu le lancer plus tôt d'ailleurs, parce que le Conseil d'État, dès la fin des années 40, a consacré un principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir, sans évoquer évidemment l'article 2 du Code civil, à une époque où le Conseil d'État n'aurait jamais condescendu à invoquer le Code civil, une erreur de droit d'ailleurs, et sans évoquer le principe de sécurité juridique. Il a procédé par voie d'affirmation. C'est des arrêts qui datent de la fin des années 40, l'arrêt Ville de Guissieu, l'arrêt Société du journal L'Aurore, qui consacre le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires, mais sans justification textuelle d'aucune sorte et sans évocation d'un quelconque principe de sécurité juridique. Mais ce qui a lancé le principe de sécurité juridique, me semble-t-il, c'est un arrêt rendu par l'Assemblée du Conseil d'État, donc c'est pas rien, le 24 mars 2006, c'est donc assez récent, un arrêt bien connu, société KPMG. Alors, je suis désolé, je ne sais absolument pas me servir des petites affaires qu'on projette, on fait des... Donc, je n'ai rien préparé, je ne sais pas comment on prépare tout ça. Et la prochaine fois, dans une autre vie, je reviendrai, je ne fais pas l'effort, je le mettrai au parfum. Bien. Alors, cet arrêt qui figure aujourd'hui dans le GAJA, le recueil des grands arrêts de la jurisprudence administrative, c'est un arrêt concernant un décret qui se rapportait à un code de déontologie des commissaires aux comptes. Code, peut-être, je dis sans doute, il est dit, code d'homologation. Code d'homologation d'un code de déontologie des commissaires de comptes. Alors, un certain nombre de puissantes sociétés qui travaillent dans le commissariat aux comptes avaient critiqué devant le Conseil d'État ce décret, au motif notamment qu'il ne comportait pas de mesures transitoires. Et, semble-t-il, ça posait à ces professionnels de très gros problèmes. Donc, il y a eu une coalition de cabinets extrêmement importants qui ont saisi le Conseil d'État. Et le Conseil d'État a annulé le décret pour contrariété
au principe de sécurité juridique, sans qualifier néanmoins ce principe de principe général du droit, s'inscrivant, ce qui leur a permis de s'inscrire dans un corps jurisprudentiel extrêmement bien repéré, les principes généraux du droit au sens du Conseil d'État et du tribunal des crimes. Un principe de sécurité juridique qui n'est pas, dont la teneur n'est pas décrite, on n'est pas dit ce que comprend, ce que contient ce principe, mais dont une application est formulée. Il appartient à l'autorité administrative, en présence lorsqu'elle adopte un décret, s'il y a un délai de mise en œuvre de ce décret, d'adopter des mesures transitoires, pour autant qu'elles soient nécessaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet arrêt KPMG, a ouvert la voie à une série d'autres arrêts du Conseil d'État, dans lesquels la haute juridiction, comme on dit avec une H majuscule et un J majuscule, la haute juridiction rappelle qu'il appartient à l'autorité administrative d'accompagner le décret de mesures transitoires dans la mesure où elles sont nécessaires. Mais que dans l'immense majorité des cas, le Conseil d'État a estimé que, dans l'espèce, les mesures transitoires n'étaient pas indispensables. Mais en tout cas, il n'en reste pas moins qu'on a toute une série d'arrêts dans lesquels le Conseil d'État rappelle, affirme la positivité d'un principe de sécurité juridique qui impose certaines choses. Alors aujourd'hui, la portée de cette jurisprudence, pour faire simple, est moins visible parce qu'est passé par là le Code des relations entre le public et l'administration. Ce Code des relations publiques entre le public et l'administration, le CERPA, qui a été porté par une ordonnance d'octobre 2015, prévoit expressément, c'est l'article L221.5 du CERPA, du Code des relations entre le public et l'administration, cette obligation pour l'autorité administrative d'adopter des mesures transitoires pour autant qu'elles soient d'adopter des mesures transitoires pour autant qu'elles soient indispensables. Donc, on a un petit bout de consécration de la doctrine du Conseil d'État. De là à dire, comme j'ai pu le lire sous la plume d'un savant Conseil d'État, que le principe de sécurité juridique avait été consacré, a été codifié à l'article L221.6 du Code des relations entre le public et l'administration, il y a un pas qu'il faut s'abstenir de franchir. Ce qui est consacré, c'est une des implications du principe. Ce n'est pas le principe lui-même, le principe n'est pas codifié. Parce que, par la suite, le Conseil d'État a révélé qu'il y avait d'autres implications, d'autres conséquences que l'on pouvait déduire de cette norme au contenu très vague, très incertain, très indécis, qu'on appelle le principe de sécurité juridique. Mais contenu indécis, ça peut être un trait assez dominant dans les rangs des normes juridiques qui sont qualifiables de principe. Alors, par la suite, donc, le Conseil d'État a adopté d'autres solutions, adossées au principe de sécurité juridique, notamment, il y a eu un arrêt du département de Lot-et-Garonne et qui venait après un autre arrêt. C'était un arrêt, au fond, sur une question que je vais aborder tout à l'heure du point de vue de la Cour de cassation, qui est l'application dans le temps des innovations jurisprudentielles. Et le Conseil d'État, dans deux arrêts d'assemblée, en tout cas un arrêt d'assemblée, premier arrêt d'assemblée, a identifié les recours qu'un candidat à un contrat public pouvait exercer contre la conclusion de ce contrat auquel il aspirait avec un autre contracteur, avec un autre partenaire. Et donc, jusqu'alors, c'était assez compliqué, ça supposait qu'on s'en prenne à un acte administratif. Et là, il y a une identification d'un certain nombre de recours, qu'on dirait peut-être de pleine juridiction dans le contentieux administratif, qui sont ouverts aux candidats évincés, aux candidats malheureux à un contrat public. Mais le Conseil d'État s'empresse de dire, c'est quand même une assez grosse innovation, alors ne pourront invoquer ces recours que je viens d'identifier, que je viens de lister, que les contractants, enfin, que les candidats évincés à des contrats qui auront été conclus après la date de la présente décision. C'est-à-dire une application, pour faire court, non rétroactive de l'innovation jurisprudentielle, l'innovation du Conseil d'État. Et puis, on a eu d'autres arrêts du Conseil d'État
qui prennent soin d'ailleurs de souligner que le principe de sécurité juridique, il existe en droit interne comme en droit communautaire. Quand il s'agit d'appliquer le droit communautaire, il y a lieu d'appliquer, autant que de besoin, le principe de sécurité juridique du droit communautaire, enfin, du droit de l'Union. Mais en dehors de ça, en droit interne, le droit national, je préfère dire droit national que droit interne, il y a aussi, dit le Conseil d'État, un principe de sécurité juridique dont il déduit un certain nombre de conséquences. Notamment, la question s'est posée de savoir si l'administration fiscale pouvait, alors, je demande pardon d'avance aux administrativistes éventuellement présents dans la salle, mais je ne vais pas parler très rigoureux, pourrait révoquer un crédit d'impôt, pourrait revenir sur le bénéfice d'un crédit d'impôt dont le bénéfice avait été obtenu par fraude, sans prescription aucune, sans possibilité pour le bénéficiaire de se couvrir ou d'être couvert par le bénéfice d'une prescription. Et le Conseil d'État, dans un arrêt de 2014, un arrêt de section réunie, ce n'est pas des chambres à l'époque, c'est encore des sections, le Conseil d'État estime que, en jugeant que le principe de sécurité juridique s'opposait à ce qui puisse être légalement édicté une disposition instituant un droit de reprise au profit de l'administration fiscale, excluant de façon générale l'absolue l'application de toute prescription, la Cour d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. Donc la Cour d'appel a bien fait de solliciter le principe de sécurité juridique pour estimer qu'aucun dispositif ne pouvait permettre à l'administration de révoquer le bénéfice d'un crédit d'impôt sans possibilité pour le bénéficiaire d'invoquer une prescription. Ce qui a créé un certain trouble chez les administrativistes, c'est un arrêt un peu postérieur à celui que je viens d'évoquer rapidement, un arrêt de 2016 qui a surpris, voire un peu choqué, parce qu'il a retourné le principe de sécurité juridique qui semblait conçu pour protéger l'administré contre la toute-puissante administration, contre l'administré. Il s'agissait d'une affaire qui n'était pas... donc qui ne prêtait pas spécialement un sourire. Un policier avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite en 1991 et on lui avait notifié un montant de pension de retraite. Tout bon fonctionnaire qui prend sa retraite, c'est un moment où vous verrez, ça vous arrivera, ce n'est pas désagréable. De retraite, mais ça peut être dû corriger des copies, faire passer des euros, etc. Mais on sera privé d'étudiants. Ça, c'est plus embêtant. Et alors, sa pension de retraite est fixée par un arrêté ministériel notifié en 1991. Et il attend, je ne sais pourquoi, 22 ans pour réagir, pour contester. Il conteste et l'administration fait valoir que, c'est un peu tard, que le délai de contestation, c'est, en droit commun, 2 mois. 2 mois à 22 ans après. Et l'intéressé riposte en invoquant le principe de sécurité juridique. Il dit la sécurité juridique, c'est aussi pour les administrés. C'est pour les administrés. Non, je suis en train de dire une bêtise, il riposte pas, il s'accroche, il dit bon, parce que, voilà, c'est le code, pardon, là je vais manquer un peu à mes notes, c'est le code de justice administrative. Le code de justice administrative dispose que le délai de recours n'est pas opposable s'il n'est pas indiqué à l'administré avec l'indication même de la juridiction qu'il doit saisir pour exercer son recours. Et évidemment, notre ancien policier tire profit de ce texte, et tire argument de ce texte pour estimer qu'il est recevable, même 22 ans après, à contester le montant de sa pension. Et là, alors l'administration dit, mais le principe de sécurité juridique, c'est aussi pour moi contre vous, administré. Parce qu'il est tout à fait naturel qu'on puisse, à l'issue de l'écoulement d'un certain délai, on puisse ne plus contester certaines choses, c'est ce qu'on appelle la prescription, mais il est aussi naturel, logique et juste qu'on ne puisse, sans se heurter à aucun écoulement de temps, aucun moyen tiré d'un écoulement excessif du temps, contester indéfiniment une décision dont on connaissait la teneur, et qu'on n'a pas contesté avec plus de diligence. Le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire
ou dont il est établi que celui-ci a eu connaissance. Et le Conseil d'État d'ajouter, si les délais de recours fixés par le Code de la justice administrative ne pouvaient être acquis à l'administration, le destinataire ne pouvait exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. Et d'aller plus loin, le délai raisonnable, il est normalement d'1 an. Dans une autre matière, il a dit le Conseil d'État que le délai raisonnable était normalement de 2 ans. Donc, le Conseil d'État prend ses responsabilités et fixe le délai qui aurait dû, semble-t-il, être fixé par le législateur. Voilà. Donc, un certain nombre d'exemples de décisions du Conseil d'État qui s'adossent au principe de sécurité juridique pour déduire des conséquences défavorables à l'administration, pour déduire aussi des conséquences favorables à l'administration. Bon, il y aurait d'autres exemples que je pourrais donner si je m'étais débrouillé autrement, j'avais tout ce temps, mais qui, en tout cas, attestent que le principe de sécurité juridique a bien statut, mérite d'être reconnu comme un principe général du droit, au sens de la jurisprudence traditionnelle du Conseil d'État. Mais la question est de savoir si le Conseil d'État reconnaît ce principe comme un principe de valeur constitutionnelle. Et comment pourrait-il être conduit à le faire? Eh bien, à l'occasion du contrôle que lui-même, comme la Cour de cassation, exerce sur la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité. Nous savons que tant le Conseil d'État que la Cour de cassation, désormais, exercent une sorte de mini-contrôle de constitutionnalité à l'heure de décider sur la transmission d'une QPC à la juridiction constitutionnelle. Eh bien, je retiens que dans quelques décisions, le Conseil d'État a refusé de transmettre une question préjudicielle, une question prioritaire de constitutionnalité, au motif que la contestation au regard du principe de sécurité juridique n'était pas sérieuse. Ah, non pas au motif qu'il n'y a pas de principe constitutionnel auquel se heurterait la constitutionnalité de la disposition querellée, mais au motif qu'il n'y a pas en la circonstance œuvre entre la disposition querellée et un principe de sécurité juridique. Donc, le Conseil d'État ne dit pas qu'il n'y a pas de principe de sécurité juridique, ne dit pas expressément qu'il y a un principe de sécurité juridique de rang constitutionnel, mais il fait comme si. Il se prononce en faveur du caractère non sérieux de la querelle faite pour motif de contrariété au principe de sécurité juridique. Donc, je suis tout prêt de penser que le Conseil d'État, in petto, admet qu'il existe bien un principe de sécurité juridique qui est de rang constitutionnel. Donc, est-ce que le Conseil constitutionnel, au moins, en fait autant? Eh bien, quand on examine le corpus de ces décisions, la réponse n'est pas évidente. Depuis 1984, j'ai identifié une bonne trentaine de recours au Conseil constitutionnel, alors soit des recours parlementaires, qu'on appelle des recours institutionnels, soit alors des QPC, qui ont tiré argument de la contrariété au principe de sécurité juridique des dispositions législatives contestées. Aucune, à ma connaissance, à ce jour, aucune décision du Conseil constitutionnel ne se réfère clairement, donc dans ses motifs propres, à ce principe de sécurité juridique, à un principe de sécurité juridique qui serait de valeur constitutionnelle, ou à un principe constitutionnel de sécurité juridique. Mais on ne trouve non plus aucune formule d'un genre qu'on trouve à propos d'autres normes, sous la plume du Conseil constitutionnel, du style « aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit un principe », par exemple, il a dit, le Conseil constitutionnel, « aucune norme de caractère de valeur constitutionnelle ne garantit un principe de confiance légitime ». Il n'a pas dit la même chose pour le principe de sécurité juridique, alors qu'il était saisi de recours articulant de grief de contrariété au principe de sécurité juridique. Et pourtant, le Conseil constitutionnel aurait eu de la ressource rhétorique pour raccrocher ce principe de sécurité juridique à une disposition du bloc de constitutionnalité. Il l'a fait pour d'autres innovations. Il l'a fait pour le principe de clarté de la loi.
il l'a fait pour l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Il pouvait se référer à l'article 4 de la déclaration de 1789. Les droits de l'homme sont la sécurité, la sûreté. La sûreté, la sûreté, la sûreté. On a eu tellement de preuves de l'aptitude du Conseil constitutionnel. Aptitude très légitime, hein. Je ne blague pas du tout. Je ne blague pas du tout à tirer l'interprétation de certains termes, notamment des textes un peu anciens, qu'il aurait pu très bien faire le choix de dire par sûreté, qui est consacré parmi les droits de l'homme par l'article 4 de la déclaration de 89, il y a la sécurité juridique, c'est un aspect de la sûreté, puis surtout il y a l'article 16. Toute société dans laquelle n'est pas garantie, les droits de l'homme ne sont pas garantis, il n'y a pas de constitution, le Conseil constitutionnel a beaucoup sollicité cet article 16 de la déclaration de 1789. Donc il est certain que s'il avait voulu, il aurait pu consacrer un principe textuellement, adosser textuellement ce principe de sécurité juridique. Mais en tout cas, il apparaît, à en croire un éminent conseiller d'État qui a été un éminent membre du Conseil constitutionnel, que ce principe de sécurité juridique a été une référence implicite majeure, en tout cas durant son mandat, du contrôle de constitutionnalité des lois. Alors c'est vrai que certains choix interprétatifs du Conseil constitutionnel sur autre chose que le principe de sécurité juridique lui-même semblent avoir été influencés par la considération de l'exigence de sécurité juridique. C'est la sécurité juridique non pas comme objet d'un principe positif, mais comme valeur inspiratrice, comme raison non pas d'agir, mais comme raison de décider, comme raison d'interpréter. Bon, lorsque le Conseil constitutionnel censure l'incompétence négative, estime que le gouvernement, enfin que le Parlement, en adoptant une loi, n'a pas exercé pleinement sa compétence législative au sens de l'article 34, pensez qu'il y a de la réputation de sécurité juridique là-dessous. Lorsqu'il estime que la loi, en principe, doit porter des règles de droit, qu'une disposition de la loi doit avoir un caractère normatif, ce qu'on appelle le principe de normativité, je trouve ça, se dire par parenthèse, totalement discutable, enfin bon, peu importe, je ne vais pas vous la discussion d'aujourd'hui. Bon, c'est l'idée de sécurité juridique, me semble-t-il, qui en partie peut inspirer ce type d'interprétation. Très sûrement, il me semble que le principe de sécurité juridique, ou plutôt l'exigence de sécurité juridique, a inspiré la limitation par le Conseil constitutionnel du pouvoir laissé aux législateurs d'adopter des dispositions rétroactives, d'adopter des dispositions législatives rétroactives. Et oui, l'article 2 du Code civil a valeur de loi au sens formel, donc les dispositions législatives peuvent être rétroactives. Moi, quand j'étais jeune étudiant en droit, et même jeune enseignant, c'est ce qu'on entendait dire, c'est ce qu'on lisait, c'est ce qu'on enseignait. L'article 2 du Code civil, c'est une disposition simplement législative, donc le législateur peut toujours adopter des dispositions rétroactives. Eh bien, le Conseil constitutionnel a mis le haut là. Il a certes rappelé régulièrement qu'aucune disposition constitutionnelle n'interdisait d'adopter une disposition, y compris fiscale, rétroactive, dès lors qu'elle était une disposition législative. Et puis, il s'est mis, dans les années 80, à estimer qu'il n'avait cette licence de législateur que pour un motif d'intérêt général suffisant. Donc, la possibilité aujourd'hui de faire des dispositions législatives rétroactives est limitée par l'exigence d'un intérêt général suffisant. Et là, on a encore plus de décisions dans lesquelles je ne vais pas entrer, encore plus de décisions qui font apparaître que même si l'expression n'est pas utilisée, la préoccupation de sécurité juridique est très présente dans les raisons qui font que le Conseil constitutionnel estime que là, il y a un motif d'intérêt général suffisant de faire une disposition législative rétroactive. Là, il n'y avait pas de motif d'intérêt général suffisant. Alors, ce qui est intéressant, ce que j'aurais pu signaler plus tôt, mais je le signale maintenant, c'est de rappeler qu'en 2008 a été constitué par le président d'époque, Nicolas Sarkozy, un comité présidé par l'ancien Premier ministre, je cherche son prénom, Édouard Balladur, pour préparer une révision constitutionnelle, pour moderniser les institutions. C'est de là, d'ailleurs, qu'est née la QPC, hein, c'est pareil. Et dans le mandat que le président de la République donnait au comité Balladur, il y avait examiner
l'opportunité d'inscrire dans la Constitution le principe de sécurité juridique. Et le rapport du comité Balladur révèle que donc ce qu'on appelle dans ces cas-là les sages ont examiné la question et ils ont opiné en faveur de la non-inscription dans la Constitution du principe de sécurité juridique, au motif que ça entraverait les volontés réformatrices de quelque majorité qu'elle soit. Principe de sécurité juridique, c'est intéressant à signaler et à rappeler. Mais quand même, ils ont admis qu'on pourrait peut-être inscrire dans l'article 34 de la Constitution la disposition suivante: sauf motif déterminant d'intérêt général, la loi ne dispose que pour l'avenir, en disant qu'il s'agirait de consacrer dans la Constitution un acquis de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Alors, le Conseil constitutionnel, il me semble que c'est également la considération de sécurité juridique, et là, parfois plus explicitement, qu'il mobilise lorsqu'il justifie certains aménagements ou certaines restrictions législatives de droit constitutionnel. Alors, j'ai toute une série d'exemples, je vais en prendre peut-être un. Ah oui, tiens. Il y a plusieurs qui concernent le droit du travail. François Champeau, qui est la mémoire, je ne sais pas dans celle de la France, mais ça se venir. Mais surtout que c'est pas très ancien, hein, c'est de notre temps. Il y a eu notamment, la loi dite Macron. À l'époque où M. Macron était ministre de l'économie et des finances, une loi de 2015. Une loi qui avait tenté d'introduire en droit français un barème des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et le Conseil constitutionnel avait été saisi d'une querelle par des parlementaires. Il avait écarté les griefs, tant que je me souvienne. Mais il avait écarté le grief essentiellement quant aux critères, au regard du critère qui avait été retenu, qui est un critère de taille de l'entreprise, en disant, hein, c'est sans rapport avec le taille de l'entreprise. Alors, la variation du montant de l'indemnité, des minima, des minimaux, les montants minimaux et des minimaux, et les montants maximaux en fonction de la taille de l'entreprise, ça n'a aucune raison d'être, ça n'a pas de sens. Mais sur le principe même de la taxation, de la barémisation, le Conseil constitutionnel avait estimé que la justification de cette restriction d'un droit d'obtenir réparation d'un préjudice qu'on avait subi était d'assurer une plus grande sécurité juridique. Pour une excellente raison qui était avancée en seconde ligne, la raison c'était favoriser l'embauche en levant les freins à l'embauche. C'est cette fameuse idée, vous savez, qui est très en vogue et qui a encore prospéré avec les ordonnances Macron. On considère que le risque, la crainte de devoir être lourdement condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de rupture d'un contrat à durée indéterminée est une des raisons qui dissuade les employeurs d'embaucher notamment ce contrat à durée indéterminée. Donc voilà, on a un certain nombre de dispositions ça concerne essentiellement le droit du travail, d'ailleurs, c'est intéressant, de décisions du Conseil constitutionnel qui justifient les restrictions à l'exercice de droits constitutionnellement garantis par le fait qu'il s'agissait en l'espèce d'assurer un supplément de sécurité juridique. Donc on voit bien que la référence à la sécurité juridique pèse, de même qu'elle pèse dans la fixation par le Conseil constitutionnel de la date d'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles sur question prioritaire de constitutionnalité. Alors, c'est une ouverture, fixer la date de l'abrogation de la disposition jugée inconstitutionnelle, qui est faite par l'article 62 alinéa 2 de la Constitution, mais s'agissant de la raison de fixer cette date à un certain moment, apparemment, la considération de la sécurité juridique pèse et trouve naturellement à s'appliquer dans ce cas-là. Alors, à l'heure de diagnostiquer, de livrer le diagnostic sur le point de savoir si le principe de sécurité juridique est un principe constitutionnel pour le Conseil constitutionnel.
je serais tenté de dire qu'il y a bien dans le corpus de normes constitutionnelles, pour le Conseil constitutionnel, une place de l'exigence de sécurité juridique. Mais que cette sécurité juridique, elle serait ce que le Conseil constitutionnel appelle, mais n'a pas appelé à la circonstance, hein, mais moi c'est ce que j'appellerais, un objectif de valeur constitutionnelle, un OVC. Les OVC, c'est, jeu de mots facile, un OVNI constitutionnel. Alors, il y a l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique, qui a été beaucoup sollicité, en contexte de pandémie. Il y a l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, etc., d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Bon. Là, il me semble que c'est de la même eau. C'est-à-dire que c'est un peu d'ailleurs ce qu'on connaît dans le domaine du droit du travail avec le droit pour chacun d'obtenir un emploi. Il faut cesser de dire, et j'espère que personne ne le dit, moi je dis trop la littérature juridique, travailliste maintenant, mais j'espère que personne ne le dit, que c'est une disposition, on fait des déclarations de programmatique, la philosophie sociale, etc., le droit pour chacun d'obtenir un emploi. Non, le Conseil constitutionnel, dès 1983, a fait produire des effets à cet énoncé constitutionnel. Mais, en fait, si on regarde comment ça marche, il apparaît que c'est une disposition qui habilite, mais qui oblige aussi, dans une certaine mesure, le législateur à adopter certaines mesures susceptibles d'améliorer la faculté ou la chance pour chacun d'obtenir un emploi. Ce n'est pas la consécration d'un droit d'obtenir un emploi, c'est une disposition sur le pouvoir, l'exercice politique d'un pouvoir juridique, le pouvoir législatif. Et il me semble que c'est un peu la même chose, la sécurité juridique. Ce n'est pas, il n'y a pas imposition de rechercher en tout cas la sécurité juridique, mais il y a habilitation du pouvoir législatif à adopter certaines mesures qui sont susceptibles d'améliorer la sécurité juridique. C'est pour ça que c'est quelque chose d'un peu flou, qui me semble correspondre assez à un type de normativité constitutionnelle, qui est celle dont on essaye de rendre compte, dont la doctrine constitutionnaliste tente de rendre compte en parlant d'objectifs de valeur constitutionnelle. Voilà donc ma conclusion provisoire sur ce point, c'est la sécurité juridique, c'est un objectif de valeur constitutionnelle. À ce titre, ça appartient au corps de la normativité constitutionnelle. Enfin, la Cour de cassation. Ah, la Cour de cassation. Alors, évidemment, la Cour de cassation, on pense à elle sur ce terrain, à propos de la QPC. Bon, elle a été saisie de requêtes QPC à transmettre, c'est possible, au Conseil constitutionnel, qui articulait un grief tiré de l'atteinte à la sécurité juridique, au principe de sécurité juridique. Au début, elle a fait mal accueillir. Il y a un arrêt de l'époque du Charles Cabaras, un arrêt du 5 octobre 2011, où querelle était faite devant la Chambre sociale de la Cour de cassation, aux fins de transmission d'une QPC au Conseil constitutionnel, à une disposition en matière de reclassement. Et la Cour de cassation Chambre sociale répond donc en octobre 2011 il est fait état d'une violation d'un principe de sécurité juridique non reconnu comme étant de valeur constitutionnelle. Circulaire, rien à voir. Mais très vite, dès 2013, la Cour de cassation Chambre sociale accepte de se prononcer sur le fond. C'était en matière de délai, de dénonciation du reçu pour solde de tout compte. Donc, on a dans le Code du travail, j'imagine que c'est toujours là, hein, je parle sur le Code, on a depuis une loi qui était une loi de 2008 ou 2009, peut-être 2009, non, peut-être plus ancienne, peut-être, peu importe. Une disposition selon laquelle le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé sans avoir à être motivé dans un délai de 6 mois. Et un employeur contestait la constitutionnalité au regard d'un principe de sécurité juridique. Et là, la Chambre sociale, dans une décision du 18 décembre 2013,
estime que cette disposition, qui n'exige pas de motivation à la décision du salarié de dénoncer le reçu pour faute de compte, ne méconnaît ni le principe de sécurité juridique, ni le principe d'égalité devant la loi. Donc, j'en induis que la Cour de cassation considère qu'il y a bien comme norme positive un principe constitutionnel de sécurité juridique pour se prononcer sur le caractère sérieux, car la question n'est pas transmise faute de caractère sérieux. Donc, il me semble qu'on a là, en creux, comme on dirait, implicitement, une reconnaissance de la constitutionnalité du principe de sécurité juridique. Et puis plus récemment, dans la chambre criminelle, c'était à propos de la circonstance aggravante de meurtre qu'est l'état de concubinat. Monsieur qui avait massacré sa concubine soulevait une question prioritaire de constitutionnalité en disant oui, donc on oppose la circonstance aggravante de concubinage, mais la loi pénale ne définit pas le concubinat. Et la chambre criminelle de la Cour de cassation oppose la disposition du Code civil qui définit le concubinage. Cher monsieur, il n'y a pas absence de sécurité juridique. Donc là encore, il me semble que le diagnostic de caractère non sérieux de la QPC repose sur l'admission implicite mais nécessaire du caractère constitutionnel du principe de sécurité juridique. Il est vrai que la Cour de cassation, c'est surtout dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'elle manie, qu'elle sollicite le principe de sécurité juridique, plutôt l'exigence de sécurité juridique. Vous savez, article 6, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, etc. etc. C'est un article, c'est sans doute l'article de la Convention européenne des droits de l'homme qu'il puisse solliciter, en tout cas dans le contentieux qui vient devant les juridictions suprêmes de ce pays. Alors, bon, on a un certain nombre de décisions de la Cour de cassation qui se prononcent sur le point de savoir si, oui ou non, on a quelque chose qui contrarie ou qui est compatible avec le principe de sécurité juridique. Un exemple, parce qu'il y a eu plusieurs arrêts de la Cour de cassation, c'est à propos des gérants de succursales. Ah, les gérants de succursales, amour de ma jeunesse. C'était très excitant, cette disposition qui venait d'une loi de 1941. Et ensuite une loi de 1944 qui assimilait, qui rendait applicable le Code du travail à des gens qui n'étaient pas qualifiés de salariés et dont on ne discutait pas qu'ils n'étaient pas des salariés. Et donc le texte a été modernisé dans les années 2000 et on a aujourd'hui donc l'article L 7321-2 du Code du travail. Et à l'occasion d'un contentieux, la Cour de cassation en chambre sociale est saisie de la question de savoir si le fait que dans chaque espèce, pour savoir si on est en présence ou pas d'un gérant de succursale au sens de cette disposition du Code du travail, qui peut se prévaloir de la plupart des dispositions du Code du travail contre son fournisseur, il faille apprécier si la revente des produits fournis principalement par le fournisseur et bien l'activité essentielle de l'intéressé, il y a là une source d'incertitude, donc d'insécurité juridique, contraire au principe de sécurité juridique. Et la Cour de cassation approuve, en tout cas elle l'a fait à 2 reprises, une cour d'appel d'avoir retenu que ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance prépondérante ou non de l'activité consacrée par l'intéressé à la distribution des produits fournis par le fournisseur auquel il oppose les dispositions du Code du travail. Donc, la conclusion dans ces 2 affaires, la conclusion du Code de la Chambre sociale, est que la Cour d'appel a pu en déduire que les dispositions n'étaient pas contraires à l'article 6, paragraphe 1. Car là, le principe de sécurité juridique, plutôt l'exigence de sécurité juridique, était sollicité via la mise en œuvre de l'article 6, paragraphe 1, mais il est bien question de sécurité juridique. Bon, donc on a comme ça un certain nombre d'arrêts dans lesquels la Cour de cassation, notamment la Chambre sociale, se prononce sur le caractère compatible ou incompatible avec l'exigence de sécurité juridique d'une certaine disposition dans le cadre de l'application de l'article 6, paragraphe 1. Mais c'est surtout sur la question des revirements de jurisprudence
que la Cour de cassation a été sollicitée de tirer des conséquences de l'exigence de sécurité juridique. Alors, disons que l'argument tiré de la sécurité juridique pour s'opposer à l'application immédiate, pour parler court d'une jurisprudence nouvelle, n'a pas été très bien accueilli au départ. Ce n'est pas très bien passé. Ça a commencé dans les années 2000. Le premier arrêt que j'ai repéré, c'est un arrêt de la première chambre civile du 21 mars 2000. Mais il y a eu dès 2005 un arrêt Labanne, évidemment, l'affaire Labanne, qui avait fait couler pas mal d'encre à l'époque. Et c'est un arrêt, non, pour vous c'est vraiment de l'histoire du droit, je pense. Vous savez, c'était, on voyait débarquer des pratiques nouvelles dans les taxis parisiens, une entreprise, une société de taxi qui achetait un matériel, un véhicule, qui l'équipait taxi et qui le donnait en location à un travailleur indépendant. Lequel travailleur indépendant estimait un jour que peut-être il était lésé dans cette combine et qu'en fait, c'était sa force de travail, pour parler en termes un peu martiens, c'était sa force de travail qui était exploitée. Et la plus-value étant extorquée sous forme de paiement d'un loyer pour la location du véhicule. Ouais. Et la Cour de cassation, dans un arrêt de décembre 2000, je m'en souviens très bien parce que Jean-Jacques Dupérou l'a envoyé un commentaire alors que j'étais en train de faire de la peinture chez moi, et donc ça m'avait beaucoup dérangé. Puis surtout, ça avait peine à me convaincre. J'ai jamais tant peiné à me faire une opinion sur un arrêt que je devais commenter. Jusqu'au dernier moment, je suis passé d'une opinion à une autre. Non, c'est exagéré. Non, oui, non. Oh, non, mais quand même. Bon. Et finalement, donc, je me suis prononcé en faveur de cet arrêt, qui est un arrêt similaire, évidemment. Et donc, l'affaire a pris d'importance parce que c'était en fait toute une branche de l'activité des taxis parisiens qui était percutée. Et il a été plaidé devant la Cour d'appel de renvoi que cette doctrine de la Cour de cassation consacrée par cet arrêt du 8 décembre 2000, doctrine sur laquelle la qualification d'un contrat ne dépend pas de ce qui est prévu par les parties, mais des conditions concrètes dans lesquelles la prestation est exécutée, ne pouvait pas s'appliquer en l'espèce, parce que ça faisait une application rétroactive, une application qui méconnaissait la sécurité juridique. Et l'arrêt 2005, c'est un arrêt rendu sous la présidence de ce président dont vous allez me rappeler le nom, qui était très Sarkozy. Voilà. Sarkozy a pris la plume à plusieurs reprises pour s'indigner que l'on opposât un revirement de jurisprudence à l'innovation jurisprudentielle avec effet immédiat, le principe de sécurité juridique. Il y a eu des mots extrêmement vifs sur cette affaire, ce président-là de la Chambre sociale. En tout cas, donc, la Chambre sociale et la Cour de cassation, mais comme la première Chambre civile, comme la deuxième Chambre civile, ils sont allés dans les années 2000, première dizaine d'années 2000, de leur couplet sur la sécurité juridique ne saurait faire obstacle à l'innovation jurisprudentielle qui relève de l'office du juge dans son rôle d'application du droit. Mais ce qui aura frappé beaucoup, en particulier à Nancy, j'imagine, c'est un arrêt qui a été rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation il y a un peu plus d'un an. Je pense que je reprends trop, mon cher Patrice, c'est vous qui avez commenté cet arrêt. Un arrêt d'assemblée plénière, non, ce n'est pas de la Chambre sociale, pardon, d'assemblée plénière du 2 avril 2021, sur cette question des revirements de jurisprudence. Car on a eu des arrêts. On a eu des arrêts de la Cour de cassation qui ont finalement, dans les années 2010 et suivants, considéré que le critère de sécurité juridique pouvait déterminer un retardement, enfin, une exemption d'application d'une, pour parler court, jurisprudence nouvelle à des situations qui s'étaient déroulées avant le revirement qu'on entendait opposer à l'une des parties. Je suis pas sûr de me faire très clairement comprendre. Et il y a eu une affaire extrêmement remarquable dans laquelle la Cour de cassation a admis ce qui est présenté comme une exception. Mais c'était bien un peu plus qu'une exception à cette thèse selon laquelle la considération de la sécurité juridique peut justifier que l'on dispense
de l'application d'une jurisprudence consacrée postérieurement à une affaire, les parties à cette affaire lorsqu'elle arrive devant le juge. Alors, depuis 1971, dit-on, et puis on a vérifié, c'est bien ça, la Cour de cassation considérait qu'était irrecevable le moyen de pourvoi contre l'arrêt d'une juridiction de renvoi qui s'était conformé à la doctrine de l'arrêt de cassation qu'il avait saisi. Et cette doctrine n'avait pas été suivie, je crois que c'est ça l'histoire, n'a pas été suivie par une cour d'appel qui, elle, s'était empressée de se conformer à une doctrine de la Chambre sociale de la Cour de cassation, adoptée dans un arrêt de 2018-2019, à 2019 peut-être, c'est 2019, un arrêt 2019, sur, voilà, sur le bénéfice de la responsabilité, la mise en jeu de la responsabilité civile contractuelle de l'employeur en raison des dégâts causés par l'amiante sur la personne d'un travailleur. On avait donc une doctrine de la Cour de cassation assez bien arrêtée, selon laquelle seuls les salariés travaillant dans un établissement figurant sur une liste reconnue, pour dire les choses simplement, bénéficiaires, en termes bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Et donc, si on n'avait pas travaillé dans une entreprise, dans un établissement qui relevait de cette liste, et sur cette liste, ben, on ne peut pas se prévaloir du bénéfice de cette responsabilité, disons, pour simplifier, automatique. Et la Cour de cassation en 2019 estime qu'il n'y a plus de raison de lier le sort des salariés au fait qu'ils aient travaillé dans un établissement figurant sur la liste, adoptée en vertu d'une loi de 1998. Et une cour d'appel fait bénéficier de cette jurisprudence nouvelle un salarié qui réclamait des dommages-intérêts pour avoir travaillé un certain nombre d'années dans un établissement où était largement utilisé l'amiante, mais qui ne figurait pas sur la liste, la fameuse liste de la loi de 1998. Et devant la Cour de cassation, sur un nouveau pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de renvoi, donc il était fait état des exigences de sécurité juridique. Et la Cour de cassation, en assemblée plénière, a introduit au moins une exception à cette idée qu'on ne pouvait pas faire grief à une juridiction de renvoi de s'être conformé à la doctrine de l'arrêt qu'il avait saisi pour s'aligner sur la doctrine, pour adopter la doctrine qui avait été adoptée par un arrêt de la Cour de cassation postérieur à celui qui avait saisi la Cour de renvoi. Bien. Et il est dit dans cet arrêt du 2 avril 2021, heureux que ce ne soit pas tombé le 1er avril, que l'exigence de sécurité juridique ne consacre pas au demeurant, mais ça c'est le refrain connu de la Cour de cassation, l'exigence de sécurité juridique ne consacre pas au demeurant un droit acquis à une jurisprudence figée. Et un revirement de jurisprudence, dès lors qu'il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l'impératif de prévisibilité de la norme. C'est quand même, je trouve que c'est bien vu, mais c'est un peu audacieux. La prise en considération de la norme nouvelle ou modifiée participe de l'effectivité de l'accès au juge et assure l'égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente. Donc, en permettant à une partie à un litige qui n'a pas été tranché par une décision irrévocable de bénéficier de ce changement, la juridiction de renvoi, une juridiction quelle qu'elle soit, ne méconnaît pas de manière insupportable l'exigence de sécurité juridique. Au contraire, elle contribue tant à la cohérence juridique qu'à l'unité de la jurisprudence. Ça, c'est un assez joli refrain, hein, j'imagine que vous l'avez largement reproduit dans votre revue, parce que c'est une motivation très musclée, très volontariste, mais très musclée et qui a donné lieu, donc, si je ne m'abuse, à un commentaire de Patrice Adam dans Tourille. Voilà. Donc, on a là décidément une marque de résistance de la Cour de cassation, non pas à une exigence de sécurité juridique, mais à ce qui serait une subversion par l'exigence de sécurité juridique.
Parce que la sécurité juridique, la Cour de cassation, alors d'autres formations que la Chambre sociale, à l'occasion, la sollicite volontiers. Et je citerai simplement des affaires concernant le droit de la famille, où on a des arrêts de la Chambre sociale qui viennent solliciter, qui acceptent de solliciter l'exigence de sécurité juridique contre les exigences déduites du droit à la vie privée et familiale, appuyées sur la Convention européenne des droits de l'homme. Des histoires de droit de la famille, des histoires de droit de la filiation. Une demoiselle française est adoptée. Elle est adoptée par une famille anglaise, sous un régime qui, nous disent les commentaires, rappelle l'adoption plénière à la française, avec une assez large rupture avec les liens d'origine. Mais, l'âge venant, elle prend l'idée de rechercher qui était son père. Elle introduit en France une action en recherche de paternité naturelle contre un homme de nationalité française. Alors, la règle applicable au fond de l'affaire, en vertu de la règle française de conflit, c'est la loi anglaise. Laquelle loi anglaise, de son côté d'ailleurs, garantit l'irrévocabilité de la filiation née de l'adoption, selon le droit anglais. Donc, on se demande ce que cette personne vient faire, quelle chance de succès elle vient saisir une juridiction française. Mais c'est qu'elle invoque la Convention européenne des droits de l'homme. Le droit au respect de la vie privée et familiale. Alors, on lui oppose la prescription, on lui oppose l'application de la règle anglaise en vertu de la règle française de conflit. Et donc, l'irrecevabilité de la demande, bon, elle insiste, et la Cour de cassation résiste. La Cour de cassation estime qu'on est en présence de ce qu'on appelle un droit fondamental, et que, bon, un droit fondamental, je trouve, alors ça aussi c'est une chose que moi j'ai découvert sur le tard, hein, parce que quand j'étais jeune, ça ne se faisait pas, opposer les normes internationales, et plus largement les droits fondamentaux, à des dispositions qui paraissent relativement claires et précises, à des dispositions sur la loi applicable, à des dispositions sur la prescription. Mais non, le droit au respect, c'est quand même un sacré bouleversement. Vous êtes jeune, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais je vous assure que dans la perspective historique, c'est un sacré bouleversement. Donc, elle vient, chevauchant le droit au respect de la vie privée garanti par la Convention européenne des droits de l'homme, en disant loi applicable, prescription, ordre public, rien à faire. C'est un droit fondamental. Et la Cour de cassation dit, voilà, il faut faire une pesée des intérêts. Il faut accepter de sacrifier le droit garanti par une norme au droit garanti par une autre norme, dès lors qu'on est entre des choses également fondamentales. Mais elle résiste et elle estime que l'atteinte au droit au respect de la vie privée, il y a bien une atteinte au droit au respect de la vie privée, bien sûr, en empêchant la règle applicable, en empêchant cette demoiselle devenue anglaise de prospérer dans son action en recherche de paternité naturelle, elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée. Mais l'irrecevabilité de son action ne revêtait pas un caractère disproportionné. Parce que ce qu'il y avait derrière, c'était la sécurité juridique. La sécurité juridique, la sécurité des filiations. Une filiation était établie, une filiation semblait établie de manière indiscutable, et on vient la blackbouler, prétendre la blackbouler au nom du droit au respect de la vie privée, etc. etc. C'est pas acceptable d'après la Cour de cassation. En tout cas, le fait que la prétention adossée au droit fondamental ne prospère pas n'est pas acceptable aux yeux de la Cour de cassation pour motif de sécurité juridique. Et quelques semaines plus tard, la première chambre civile a récidivé en estimant que la prescription des actions relatives à la filiation, ça c'est tout général, c'est la prescription des actions relatives à la filiation est évidemment un acte d'ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect de la vie privée familiale garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. Oui, mais on est dans le cadre des restrictions admises par l'article 8 lui-même. Et cette restriction, elle peut être admise au nom de la sécurité juridique. Alors, on voit que dans ce déroulé un peu chaotique, malgré tout, la Cour de cassation, quelle que soit la chambre en cause, fait produire et considère le droit au respect, non pas le droit au respect de la vie privée, mais considère l'exigence de sécurité juridique. Alors, on va arriver récemment à une affaire, on dit qu'il y a une occasion assez formidable pour la Chambre sociale, peut-être, de se prononcer sur le point de savoir si ce fameux principe de sécurité juridique, non seulement est bien un principe, est un principe de valeur constitutionnelle. Je veux parler de l'affaire
qui a donné lieu à un des deux arrêts déjà fameux rendus le 11 mai dernier par la Chambre sociale de la Cour de cassation. L'arrêt dans l'affaire Société Pléiel, Centre de santé mutualiste, rendu sur un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris. Alors, étaient en cause les barèmes Macron, et cette fois, ça devenait du sérieux. On avait une cour d'appel, la Cour d'appel de Paris, qui avait pratiqué ce qu'on a appelé, là, c'est sorti, c'est une vie extrêmement agitée, fébrile pendant quelques mois, contrôle in concreto de conventionnalité. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un contrôle qui n'est pas un contrôle norme à norme, mais un contrôle application concrète de la norme dans le cas par rapport aux exigences de la norme internationale qui est l'étalon de constitutionnalité. Dans ce cas-là, c'était l'article 10 de la Convention 158 de l'OIT sur la cessation du contrat à durée indéterminée. Et la Cour d'appel de Paris, avec preuve d'audace, elle était allée un peu contre la doctrine qui avait été arrêtée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans des avis. Vous savez, c'est des avis, ce n'est pas encore arrêt. La société employeur se pourvoit en cassation en faisant valoir que l'arrêt, en écartant les barèmes Macron pour accorder une indemnité ajustée au préjudice effectivement subi par la salariée licenciée, l'arrêt avait violé les principes constitutionnels de sécurité juridique et d'égalité des citoyens devant la loi. Alors quand on voit ça, on dit il va y avoir quelque chose de très intéressant. En fait, la Cour de cassation s'en tient à un ouvrage à la tâche minimale. Bon, elle écarte l'idée de contrôle in concreto de conventionnalité, mais s'agissant du visa de la cassation, elle vise simplement l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et puis les dispositions du Code du travail introduit par l'ordonnance de 2017, et puis l'article 10 également de la Convention de l'UT. Mais elle s'en tient au principe constitutionnel d'égalité. Viole le principe constitutionnel d'égalité, la décision qui a procédé comme ci, comme ça, mais il n'est pas question de violation du principe constitutionnel de sécurité juridique. Donc, ma foi, on n'a pas d'opinion extrêmement claire. Il n'en reste pas moins, me semble-t-il, que compte tenu des décisions, certaines décisions que j'ai évoquées, d'autres que je n'ai pas eu le loisir d'évoquer, notamment des décisions que j'ai évoquées au tout début de mon propos sur la Cour de cassation, sur la transmission de la question d'une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation reconnaît bien la positivité d'un principe de sécurité juridique et semble bien le reconnaître comme un principe de rang constitutionnel, même si elle évite de s'engager dans cette dernière affaire. On avait l'occasion de s'en engager, mais finalement, elle a préféré. Alors, ce qui est intéressant, en réalité, dans le monde, journalistes éclairés dans le monde, mais qui lisent un peu vite, non pas les décisions du TIS, mais c'était comment s'appelle le document qui a été communiqué. Non, c'est un communiqué qui a accompagné. Et dans le communiqué, les conseillers, rapporteurs, je ne sais pas, qui a rédigé le communiqué, pointe le nez, laisse pointer son nez au principe de sécurité juridique. Alors, de principe de sécurité juridique, il n'est pas question en arrêt. Moi, j'ai plutôt vu cet arrêt comme un arrêt extrêmement prudent de s'engager. Donc, malgré tout, j'ai bien l'impression que pour la Cour de cassation, le principe de sécurité juridique, alors que je pensais que c'était une bêtise qui était racontée dans l'annonce de cette fameuse journée d'études que j'avais vue il y a un an sur Internet, je pense que la Cour de cassation tient bien le principe de sécurité juridique comme un principe constitutionnel. Alors, au total, on est en présence, me semble-t-il, d'une norme positive. Il y a bien quelque chose dans le système juridique français, dans tout le corpus de références obligatoires pour décider de la part des autorités publiques, car une norme juridique, ce n'est pas une règle de conduite, c'est une référence obligatoire pour décider quand on a une autorité publique ou une juridiction. Donc, il y a une norme qui présente ce caractère d'extrême généralité, de proximité avec les valeurs qui sont censées dominer le système, qui me semblent être les caractères essentiels du principe, de la norme juridique que l'on peut qualifier de principe par distinction de la simple règle de droit, même si ce n'est pas nécessairement un principe de rang constitutionnel.
Et puis, elle présente, quant à sa teneur, une indétermination très remarquable. On a quelques implications. Bon, on sait que pour le Conseil d'État, oui, les conseils de sécurité juridique, ça impose notamment à l'autorité administrative d'adopter des mesures transitoires. En même temps, il y a la loi qui vient de dire. Bon, on a quelques implicites, quelques implications précises, mais pas énormément. À l'heure qu'il est, certainement. Il y a des thèses sur la sécurité juridique, mais une thèse sur le principe de sécurité juridique consisterait à essayer de décrire la teneur. Qu'est-ce qui est aujourd'hui dedans, qu'est-ce qui est dehors, qu'est-ce qui est impliqué, qu'est-ce qui n'est pas impliqué par un principe de sécurité juridique. Et je pense que ce sera un exercice délicat, en tout cas largement un exercice complexe. En tout cas, il me semble qu'on est bien en présence d'un principe, et bien d'un principe constitutionnel. Donc, mon diagnostic, c'est que oui, je crois que j'avais eu tort d'avoir une perception un peu ironique du propos de la Cour de cassation, annonçant le principe de sécurité juridique comme un principe de rang constitutionnel. Je me rends, bon, pas à l'évidence, mais parce que j'ai pu constater, de manière toujours un peu discutable, évidemment, nous sommes dans un domaine. Vous avez fait l'observation, c'est fou ce que les profanes prêtent de vertu au droit. Le droit, c'est très précis. Il y a même des gens qui parlent du droit flou, comme si le droit était évidemment flou. Oui, le droit, c'est flou et c'est souvent très difficile de faire le poids. Bon, là, on est dans une question, quand même, sur une question qui n'est pas une question couverte par la loi, couverte par le texte législatif, par le discours législatif. Mais enfin, je suis un peu perplexe. Je dis que pour nous, juristes, tout ça est très divertissant. Je me suis plutôt diverti en faisant ce travail. Parfois, j'ai regretté d'avoir proposé des ça, mais en fait, c'est quand même plutôt divertissant. Je pense que vous aurez trouvé aussi divertissant. Mais c'est quand même terriblement indécis. Alors surtout, je trouve un peu paradoxal qu'on soit à faire ce constat de positivité, mais de grande indétermination et de grand flou, à propos d'un principe dont la réalité est d'introduire la sécurité. La sûreté, c'est un peu paradoxal. J'ai l'impression que ce principe de sécurité juridique, finalement, il met un peu le bazar. Voilà ce que je voulais vous dire, ce que je peux vous dire. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci Antoine, vous avez tenu les 30 minutes que vous aviez annoncées. Donc je remarque qu'à Saint-Étienne, le temps défile moins vite. Ce qu'on appelle le temps additionnel. Et ben voilà, c'était programmé. Merci Antoine pour cette conférence qui était passionnante, vraiment. Alors, vous avez mis la barre très très haut, donc voilà, s'il y a des perchistes dans la salle, c'est le moment, parce que là, bon, si vous avez des questions, j'espère que vous en avez. Alors, que ce soit d'ailleurs pour les gens qui sont dans la salle ou pour les gens qui sont devant leur écran, pour l'instant non, et dans la salle non plus, mais je suis sûr que ça va venir. Ah, Laurent. C'est pas véritablement une question, mais peut-être une précision. Vous abordiez, en terminant votre propos, les arrêts du 11 mai, la Cour de cassation du 11 mai. Effectivement, la Cour de cassation ne lise pas dans sa décision le principe de sécurité juridique, mais en lisant la notice explicative qui figure sur le site de la Cour de cassation, qui est peut-être le mode d'emploi destiné aux magistrats, puisque c'est à leur attention qu'est rédigée cette notice, le principe est quand même utilisé expressément. Un contrôle de conventionnalité plus concrètement en matière d'indemnité et de licenciement pourrait laisser la place, selon les cas d'espèce, à une très grande variété de solutions que la Chambre sociale ne pourrait que difficilement contrôler, compromettant ainsi le principe de sécurité juridique et venant heurter directement la volonté du législateur. Alors, vous avez tout à fait raison de faire cette observation. Déjà, dire que la situation qui serait créée compromettrait le principe de sécurité juridique, je trouve que la formule est cocasse. Le principe en lui-même, il n'est pas compromis, il est vraiment méconnu, il n'est pas compromis, peu importe. Mais, bien, c'est dans la notice explicative. Ce n'est pas dans la décision, c'est dans la notice explicative. Alors, ça appartient, alors bien entendu, au fond, c'est un des éléments substantiels, implicite de mon propos, c'est que la considération de sécurité juridique, elle pèse aujourd'hui, mais elle est à hauteur des raisons de décider. Elle est méta. Elle est par rapport au corpus normatif, elle est méta.
Elle fait partie des raisons de raisonner, des raisons d'argumenter, des raisons d'interpréter, et me semble-t-il, le pourvoi articulait le grief de méconnaissance du principe constitutionnel de sécurité juridique. Il n'est pas prêt. Alors, évidemment, moi je comprends très bien que dans l'effort pour convaincre, bien sûr, et d'autres, sans doute, d'autres commentaires insisteront sur d'autres raisons qui avaient de décider dans le sens qu'a retenu la Cour de cassation, mais ce n'est pas dans l'arrêt. Bon, alors, j'ai vu d'abord l'article du Monde, parce que vous savez, j'habite en province, alors. Donc, j'ai vu d'abord l'article du Monde, j'ai me jeté sur cet arrêt, et dans l'article du Monde, c'était signé par. C'était Bertrand Bissuel, je crois. C'est éclairé, puisque c'est un Lyonnais. Et donc, il semblait dire que la Cour de cassation s'était référé au principe de sécurité juridique. J'étais à quelques jours de venir ici, je dis waouh, bon. Et puis non, mais effectivement, dans la notice explicative. Bon, mais c'est pas différent. Pourquoi c'est pas différent? Mais bien sûr que ça pèse, bien sûr. Et c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Alors, on va voir quels sont les commentateurs qui estiment que c'est dedans, que c'est pas dedans. C'est ça la doctrine des personnes sociales de la vie. Nous, on a publié 2 commentaires de Julien Icard et de Jean Desmarais qui n'abordent pas cette question, mais qui ont écrit en 24 heures. Ça. Ils sont allés à l'essentiel. Ce qui interpelle quand même, on ne le dit pas dans l'arrêt, mais on l'invoque. Oui. La Cour de cassation fait son auto-commentaire. Oui, non, mais le problème, c'est que on a assez dit l'autre fois que la Cour de cassation ne motivait pas véritablement ses décisions. C'est mise à les motiver, il y a eu un gros travail qui a été fait. Motivation enrichie. Ça, c'est un arrêt, motivation enrichie. Hein, ça, ouais. Bon, mais si la motivation enrichie, on ne dit pas toute la motivation, enfin, reste, ce n'est pas de la motivation. Ça fait partie des raisons, mais ça ne fait pas partie de ce qui est juridiquement la motivation, dont, dans la mécanique du milieu du droit, on se sert pour induire des solutions positives et les imputer à des décisions de justice. Mais la querelle était bienvenue. Encore une question? Ça me permet de jouer avec mon truc. C'est tout. Je ne peux pas la poser trop vite parce que sinon j'ai du mal à suivre. On a une caméra qui. Voilà. Allez, encore une petite question là, sinon je n'aurai fait qu'une fois. C'est un peu décevant. Juste. Non, mais sentez-vous très libre. Hein. J'ai chargé la barque. Je n'avais pas du tout source. Mais... Bon, allez, peut-être une petite. Ah, il y a une question en ligne. Ah, oui, il laisse la petite priorité. Priorité au direct. Normalement, c'est non. La personne en là, on ne voit pas. On ne voit personne. Tu connais le nom? Non, bonjour, est-ce que je peux poser la question? Allez-y, on vous écoute. Ouais, je vous remercie. Alors, premièrement, j'aimerais bien vous remercier pour cette conférence. J'assiste depuis la Géorgie. J'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. Je travaille sur la question de l'ordre public et s'il y a le lien entre le principe de sécurité juridique et la notion de l'ordre public. Je vous remercie. Alors, l'ordre public, évidemment, quel que soit l'ordre public en cause, c'est une pièce importante du système de droit. Il est clair que la sauvegarde de la sécurité juridique ou l'amélioration de la sécurité juridique est un objectif qui a à voir avec l'ordre public. C'est même sa justification profonde. Quoique, on puisse dire qu'assez fréquemment, la référence à la sécurité juridique, au principe de sécurité juridique, ou à simplement l'exigence de sécurité juridique, semble surgir au secours d'intérêts privés. Enfin bon, l'intérêt privé comme l'intérêt de la famille, par exemple, qui a été sollicité par la Cour de cassation de première chambre civile dans les 2 affaires de filiation que j'ai citées à la presque fin de mon propos, ça a à voir avec l'ordre public, bien entendu, parce qu'on a bien conscience que la vocation tous azimuts, sans garde-fou d'un droit au respect de la vie privée familiale
qui viendrait chambouler le jeu des dispositions sur les compétences législatives, sur les prescriptions notamment, serait dévastateur, simplement pour la prévisibilité du traitement juridique des situations, qui est, j'allais dire, presque le niveau élémentaire de l'ordre public. Alors, je crois que le lien entre l'exigence de sécurité juridique et les besoins de l'ordre public, ou la valeur que représente l'ordre public, ce lien est évident, mais il me semble que la référence à l'exigence de sécurité juridique va au-delà et peut aussi, mais c'est très banal comme propos, peut aussi servir d'autres intérêts, des intérêts privés que le droit prend en charge, d'ailleurs, au même titre que l'ordre public. Voilà la pauvre réponse, chère madame, que je peux vous faire. Allez, une petite. Yann. Alors, vous avez placé votre propos effectivement sur le terrain de l'identification d'un principe ou non de sécurité juridique. Évidemment, c'était très intéressant. Je crois me souvenir que quand on avait évoqué votre venue effectivement à Marseille, le titre que vous m'aviez suggéré ou proposé, c'était l'illusion de la sécurité juridique. Alors, peut-être que c'était l'illusion d'un principe de sécurité juridique, ce qui effectivement rejoint ce que vous avez indiqué ici, mais peut-être que ça pouvait être autre chose. L'illusion de la sécurité juridique, on va peut-être à la question de savoir si le droit peut offrir, peut garantir une véritable sécurité. Et peut-être que vous vouliez dire quelques mots sur ça. Oui, c'est bien. Votre observation est bienvenue parce que je pense qu'effectivement, à l'époque, j'avais dû vous dire ça au député, et pas tant de couple, c'était vraiment, comme tout un chacun, j'imagine et j'espère, on a des tocages, j'ai des tocages, des obsessions. C'est vrai que, alors, la sécurité, bon, j'ai un petit problème avec la sécurité, j'apprécie la sécurité, car elle est sociale et pas seulement. Mais bon, c'est vrai que quelquefois, ça, pour parler très trivialement, ça, je peux dire, ça gonfle un peu. Donc, je pense que j'avais dû entendre parler pas longtemps avant, et peut-être même dans la matinée, cet Institut du travail de la Méditerranée, il y avait des questions de sécurité juridique, et je dis durement. Je crois que ça fait partie des choses qu'il est important d'aborder, dire que c'est une illusion profonde de croire que des dispositions juridiques apportent, oui, elles apportent dans une certaine mesure un supplément de sécurité, mais elles créent aussi des insécurités. D'abord, c'est du verbe, c'est du langage. Donc, qui dit langage, dit interprétation. J'ai souvenir, on rappellera peut-être les choses à Martine de Friand, dans les années 80, milieu des années 80, à Saint-Étienne, nous avions un député sympathique, qui était un collègue, et que nous avions invité à un débat à la faculté de droit, et on parlait des réformes, c'était les réformes Auroux, tout ça, c'était à la grande époque. Hein. Et il a eu cette phrase à un moment qui avait saisi l'auditoire de juristes, à la fois de terreur et peut-être de rire. Il avait dit, non, mais là-dessus, il y a des... Mais maintenant, nous avons réglé, nous, les parlementaires, nous avons réglé le problème, nous avons fait un texte. Oh, un texte, oui, bien sûr. Alors, un texte qui va donner l'interprétation, c'est quand même l'expérience. En tout cas, moi, en quelques années de vadrouille dans le droit, c'est mon expérience. Et je pense que pour les praticiens, c'est pire encore. La confrontation à des textes est souvent source de perplexité. De perplexité à un texte qui semble tout à fait transparent, qui semble dépourvu de toute difficulté, de tout piège. On l'expose à des étudiants. Et puis, il y a un cas, il y a une situation concrète qui est rapportée, qui est imaginée. Et ben non, ça cesse terriblement d'être sûr. Le droit est un terrain de permanente perplexité, de permanente interrogation sur le sens à donner aux dispositions ou la portée à reconnaître aux dispositions. Donc, que la production d'un supplément de droit pour combler une lacune, combler un vide juridique, pour régler une incertitude,
ce soit garant de sécurité, c'est une lourde illusion. Moi, je trouve que le droit, c'était, comme vous avez, je ne sais plus qui, un auteur célèbre, une formidable école d'imagination. Oui, et puis surtout, quand on veut chercher une oise à ses voisins, c'est quand même une sacrée ressource, le droit. Ça permet quand même d'embêter beaucoup de monde. Ça permet aussi de défendre des causes justes. Mais des causes justes qu'on défend quelquefois avec des arguments, des lectures un peu contournées. J'ai entendu pas plus tard qu'avant-hier un jeune collègue dire à une conférence Saint-Étienne quelque chose, je me souviens exactement de ce que c'était. Sur le coup, c'était une évidence, quelque chose qui me semble une évidence, la guerre proférée par la Cour de cassation. Ah oui, c'était la Cour de cassation a dû avoir l'occasion de dire, alors je sais ça quelque part dans mes archives, mais je ne peux pas me souvenir, que en droit français, il n'y avait place que pour deux sexes, homme, femme. Il dit, pas du tout. Alors, évidemment, ce n'est pas en direct, hein, j'étais en visio, donc je n'ai pas interpellé, j'ai dit, je vais aller voir, mais ah bon? Eh bien oui, je fais confiance, hein, je suis une prof, je fais confiance. Il affirme ça très, très, très fermement. Il y aurait dans les dispositions du Code civil matière à considérer qu'il y a place pour 3 ou 4, plusieurs, en tout cas, plus que deux sexes. Moi, ça ne m'avait jamais sauté aux yeux, peut-être parce que je ne m'étais pas vraiment posé la question. Mais en tout cas, j'ai été surpris, ça ne me semble pas tomber sous le sens, mais il a sans doute raison. Il y a sans doute moyen de tirer des dispositions dans le sens concluant au fait qu'il y ait place pour plus de deux sexes dans l'assignation de l'état des personnes en français. Bon, c'est pour ça que le flou du droit, le droit flou, mais le droit il est radicalement flou. Dès qu'il est confronté à un texte qui paraît très clair, dès qu'il est confronté à une situation concrète, il y a de bonnes chances qu'il paraisse flou à certains à dégager. Et qu'il suggère même des ressources pour chercher l'oise, pour faire querelle, pour discuter quelque chose qui semblait jusqu'alors indiscutable. Comment faire autrement? Alors, le droit charismatique, c'est-à-dire on éradique les dispositions et on s'en réfère à un sage, qu'on appellera éventuellement sorcier, de décider au coup par coup, c'est le modèle du droit charismatique. Il semblerait que ce ne soit pas convenable à suivre Max Weber, pour une société comme la nôtre. Antoine joue beaucoup, non, vous aurez été tout seul d'ailleurs. Mais on a une question. Oui. Donc, à distance, vous pouvez poser votre question, on vous écoute. Monsieur Azedine. Monsieur Azedine est décédé en direct. Ce qui est quand même dommage. Voilà. J'espère, Antoine, qu'on ne vous accusera pas de. Allô, vous m'entendez? Bon, il est là, on l'a retrouvé. Ouais. Monsieur Azedine. Merci, cher professeur, pour ce voyage entre les institutions judiciaires pour éclaircir le principe et la place de la sécurité juridique dans l'institution judiciaire française. J'ai tellement apprécié votre intervention. Je voulais savoir, cher professeur, que la doctrine française a aussi une certaine position, c'est une position par rapport à la sécurité juridique. Il y a beaucoup de thèses de doctorat. L'une des thèses qui ont marqué la doctrine, c'est celle de professeur Thomas Piazian, où il aborde la sécurité juridique, où il donne à ce principe 3 fondements, 3 éléments. Ce sont l'accessibilité, et la stabilité et la prévisibilité. Mais là, cher professeur, quand en vous entendant, la sécurité juridique, elle est plus vaste dans la pratique. Oui. On vous entend plus. Alors, est-ce que vous pouvez répéter Moi, je vous entends très bien. Ah, alors, nous, on a quelques petits problèmes. Est-ce que vous pouvez répéter à partir de « elle est plus vaste » et c'est là où on a perdu le contact. Ouais. Donc, par rapport à ce que vous venez d'aborder, la place de sécurité juridique, j'ai l'impression qu'elle est plus vaste, j'allais dire les éléments, les fondements de la sécurité juridique, elle dépasse les 3 éléments qui sont abordés par la doctrine. Dans la pratique, elle est plus vaste dans le sens où j'ai l'impression que c'est un poisson dans l'eau, on ne peut jamais l'attraper.
vraiment, quand vous conclusez, quand dans votre conclusion, vous dites qu'elle met le bazar, vraiment, elle met le bazar. Elle est plus, carrément plus spacieuse, qu'elle se résume dans les trois éléments qui sont abordés par la doctrine. Qu'est-ce que vous en pensez, cher professeur? Écoutez, la doctrine dont vous avez fait référence, je crois, une thèse qui a été soutenue à Paris 2 il y a quelques années, dont je vous avoue que je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu. Je l'ai parcouru, mais je ne l'ai pas lu. Oui, c'est une thèse qui est une grande méditation sur la place de la préoccupation de sécurité juridique dans le droit français. C'est donc beaucoup plus vaste que le thème que j'ai abordé, moi, qui est un thème de droit positif, hein, thème de dogmatique juridique. Alors, bon, ce que je veux surtout, ce sur quoi je veux insister, c'est que à l'heure qu'il est, et je doute qu'il en aille très différemment après l'échéance, il est fort délicat de cerner ce que requiert, c'est-à-dire les conséquences que commanderait de tirer le principe de sécurité juridique. On a, bon, les conséquences qui sont, me semble-t-il, assez clairement établies en droit positif. Par exemple, qu'on ne peut pas indéfiniment, au motif qu'on a échappé à une prescription, on ne peut pas indéfiniment contester une décision administrative. Ça me semble assez carré. J'ai l'impression que c'est un peu hors de discussion. Que bon, l'autorité publique doit adopter des dispositions transitoires, etc. etc. Que pour l'heure, une disposition qui limite le montant d'une réparation afin de rendre plus prévisible, dit-on, les conséquences d'un acte illicite que l'on aimerait à commettre, soit justifiable par l'exigence de sécurité juridique. On a un certain nombre d'implicites que l'on peut déduire, qui donnent comme une idée de la teneur, du contenu de la matière normative qui est supportée par ce non-principe de sécurité juridique. Mais je pense qu'il est possible, j'ai essayé de le faire mais à titre complètement privé, de fixer ce que seraient les traits minimaux d'un système juridique assurant la plus grande sécurité juridique possible. Mais s'agissant des solutions concrètes à des questions de droit qui devraient être posées dans la pratique, qui seraient déductibles, qui devraient être déduites d'un principe de sécurité juridique, je trouve ça, pour l'instant, je trouve ça assez indécis. En fait, le principe de sécurité juridique, il est destiné à fonctionner s'il prospère, et je pense qu'il va prospérer. J'ai l'impression qu'il est au début de son cursus, là. On l'a un peu réveillé, ou un peu activé, mais je pense qu'il va réserver des surprises, qu'il fondera des solutions, des déductions qui seront assumées par des juridictions souterraines à partir des sollicitations introduites par des plaideurs excuseux, par des juristes, qui viendront solliciter une déduction qui ne tombe pas sous le sens a priori, et qu'il réserve encore bien des surprises. Mais ce qui me frappe quand même, c'est que je me rends à la raison qui commande de considérer qu'il est bien un principe positif et sans doute de rang constitutionnel. Mais quant à ce qu'il assure, je trouve que ce n'est pas considérable. Il est à la disposition des plaideurs, des acteurs du droit, des juges, pour justifier certaines solutions, pour en écarter d'autres. Mais en fait, c'est un peu la destinée de toutes ces normes extrêmement générales, en dehors du principe de force obligatoire du contrat, peut-être, qu'on appelle des principes et qui ont cette vocation à fonder des solutions que parfois on n'imaginait pas et à écarter des solutions qui semblaient s'imposer. Mais voilà, en tout cas, ce que je contesterais, c'est cette idée qu'il y a une position de la doctrine sur la sécurité juridique. Il y a comme souvent des gens qui ont le mérite d'avoir réfléchi, d'avoir écrit, d'avoir proposé des analyses, mais la doctrine, d'abord de façon générale, je vois mal, même la doctrine en droit du travail, j'ai un peu de mal avec cette expression, c'est une façon commode de viser un certain nombre d'écrits épars, mais dont on ne sait pas s'ils recueilleraient l'assentiment
d'une majorité de gens habilités à s'exprimer sur ce terrain-là. Alors, on avait peut-être la dernière question, mais alors, il a baissé sa petite mimine. Ah, revoilà une mimine, mais c'est pas. Ah, si, c'est la même. Voilà, donc il l'a retrouvée là aussi. Peut-être autre. Donc, allez-y, on vous écoute. Monsieur Québé. C'est ça. Monsieur Québé, on vous écoute si vous nous entendez. Ah, il ne nous entend pas. Monsieur Québé, on vous écoute. Ah, question intéressante, effectivement, Antoine. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Que du bien. Merci. Moi, c'est là, le mérite d'avoir posé à cette heure. Ah ben ça, voilà. Bon, ben, si M. Québé Non 3, 2, 1. M. Québé toujours pas. Non, ben, toujours pas. Alors, M. Québé, il aime bien mettre sa limite, mais il ne veut pas poser de questions. Dans la salle, une autre question, non? Alors, il nous reste à vous remercier encore une fois, très sincèrement, très chaleureusement. Merci vraiment d'être venu, d'avoir fait ce déplacement en terre lorraine. J'espère qu'on se reverra bientôt en terre avignonnaise. C'est comme ça qu'on dit? Avignonnaise? Voilà. Bon. Et merci à tout le monde d'être venu également. Alors, on va prendre un petit verre à la bibliothèque, un petit verre de champagne. Donc tout le monde est évidemment invité. Et ben voilà, je crois que c'est bon, hein, j'ai tout dit, j'ai rien oublié. Moi, je tiens à vous remercier, à réitérer mon remerciement pour votre invitation et vous remercier pour votre attention, votre patience. Donc, j'ai crainte d'avoir un peu abusé. Non, pas du tout. Alors, je précise juste que, évidemment, cette conférence qui était diffusée en direct est enregistrée et que l'ensemble des participants recevront le lien qui permettra d'y accéder. Il sera mis à disposition sur le site, j'imagine, de l'université. On mettra également sur YouTube, pas sur TikTok. Hein, vous avez été un peu long. Voilà, pour le format TikTok, c'est un peu long. Il faudra revoir, Antoine, avec le séquençage. Mais sinon, voilà, sinon, vous trouvez le lien. Et en attendant, on se retrouve au champagne.